On connaît enfin les effets du télétravail sur la santé mentale et ce n'est pas tout rose. La pyramide de Khéops ne s'est jamais effondrée suite à un séisme et on connaît enfin l'origine de sa résistance. Et enfin, les scorpions seraient les vrais X-Men de notre époque grâce à du zinc intelligemment placé dans leur dard. Bonjour Viviane. Bonjour Thomas, bienvenue à vous sur l'émission Avec des Si, une émission que vous pouvez retrouver 2 fois par mois sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast et où on vous parle d'actualité scientifique. Et tout au long de l'émission, on vous propose de deviner lequel de nous deux est le plus crédible. On sait que vous aimez beaucoup ce jeu. En fait, au cours de l'émission, Thomas et moi allons vous proposer chacun une histoire qui va correspondre à cette image. En tout cas, il y en a une des deux qui correspondra à cette image et ce sera à vous de deviner laquelle des deux histoires est la vraie. Cette photo, on vous la décrit pour ceux et celles qui nous écoutent en podcast. Le fond de l'image est complètement noir et on observe des formes bien délimitées, triangulaires, de couleurs assez vives. On a du bleu, du orange, du rouge, du jaune, du vert. C'est très coloré, c'est très contrasté aussi. À quoi cela correspond-il ? On vous dévoile nos deux histoires un petit peu plus tard dans l'émission. D'ici là, vous pouvez réfléchir sur à quoi ça correspond. Et on démarre tout de suite avec l'actualité. C'est intéressant Viviane. Le télétravail a-t-il un impact négatif sur notre santé mentale ? C'est la question à laquelle des chercheurs ont tenté de répondre et dont les résultats ont été publiés dans la revue Science. Et on l'a tous et toutes constaté, depuis la pandémie, le télétravail est devenu très populaire. Rien qu'aux États-Unis, la proportion de personnes en télétravail est passée d'environ 7% en 2019 à 28% en 2023, c'est vraiment beaucoup. Oui, c'est quasiment une personne sur 3. Alors évidemment, on le précise tout de suite, le télétravail a évidemment beaucoup d'avantages. Peut-être que vous nous écoutez en télétravail d'ailleurs. C'est moins de déplacements, c'est plus de flexibilité, parfois un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Beaucoup de travailleurs disent d'ailleurs préférer le télétravail ou le mode hybride du moins. Et certaines études montrent aussi que le télétravail peut améliorer la productivité, la satisfaction au travail et réduire les émissions. Mais on entend beaucoup moins parler d'une des conséquences du télétravail, le fait de passer plus de temps seul et donc l'impact de l'isolement social sur la santé mentale. Oui, parce que le travail sur place ou dans les bureaux, c'est une source importante d'interaction sociale. On a les réunions, les discussions à la machine à café, les fameux small talk malaisants, les fameux « Oh, il fait chaud aujourd'hui hein. ». Oh oui, il fait chaud. Ouais. Les repas du midi entre collègues, etc. Ce sont des interactions qui peuvent paraître banales, mais elles structurent une journée. Alors quand le travail se déplace à la maison, une grande partie de ces contacts disparaît. Alors comment s'y prendre pour étudier cette question ? Les chercheuses ont comparé les travailleurs dans 2 types de métiers. Ceux qui sont compatibles avec le télétravail, du genre le marketing, certains emplois de bureau, le développement logiciel, la création d'un média sur Internet qui parle d'actualité scientifique. De quoi tu parles ? De nous. Et comparé avec ceux dans des métiers qui exigent une présence physique, donc les soins infirmiers, la restauration, les métiers techniques, etc. Et elles ont regardé comment ces 2 groupes ont évolué avant et après la pandémie. L'étude repose sur 5 grandes enquêtes représentatives de la population américaine couvrant la période 2011 à 2024, avec un total quand même très impressionnant de plus de 588 000 personnes, sans compter les années 2020 et 2021 qui ont été exclues de l'analyse à cause de la pandémie. Et côté résultats, on va vous faire un petit résumé avec Viviane. Premier grand résultat, entre 2022 et 2024, quand les gens travaillent de la maison, 84% passent toute leur journée de travail seuls, contre seulement, évidemment, 23% des personnes qui travaillent sur site. On a aussi de l'isolement extrême. Certains peuvent passer des journées entièrement seuls. On parle de journées sans aucune interaction sociale. Même après le travail, c'est ça ? Même après le travail, absolument. Avec un collègue, un barista, un passant, une personne dans un lieu public, aucune interaction. Et on se rend compte aussi qu'il y a aussi une baisse des moments de socialisation après le travail avec des amis. Donc les travailleurs qui travaillaient 100% de la maison ne compensent pas vraiment cette solitude en socialisant davantage après le travail. Et c'est un effet particulièrement marqué chez les personnes qui vivent seules. Évidemment. Donc le télétravail ne change pas seulement l'endroit où l'on travaille, il change carrément la dimension sociale de la journée. Oui, parce qu'on pourrait imaginer qu'une personne qui travaille seule à la maison va ensuite voir plus d'amis le soir, mais c'est pas du tout ce que l'étude observe. Au contraire, les personnes dans les métiers télétravaillables semblent aussi réduire certaines formes de sociabilisation après le travail. Alors pourquoi ? Selon les chercheuses, rester à la maison toute la journée peut créer une forme d'inertie. On sort moins, on croise moins de gens et les
les occasions sociales diminuent. C'est vraiment un cercle vicieux dans lequel on rentre. Et on s'enfonce là-dedans de plus en plus, effectivement, ouais. Le deuxième grand résultat concerne la santé mentale. Les chercheuses ont utilisé notamment l'échelle Kessler, K6, une échelle de mesure de détresse psychologique qui va évaluer les symptômes comme le fait de se sentir nerveux, désespéré, agité, triste, ou carrément d'avoir l'impression que tout demande un effort. Avant la pandémie, les différences entre les travailleurs dans ces deux types d'emplois étaient relativement stables. Mais après la pandémie, et avec la montée du télétravail, la détresse psychologique a augmenté pour tous les travailleurs, mais davantage dans les emplois télétravaillables. On observe des tendances similaires pour plusieurs indicateurs: fréquence des épisodes de dépression ou de grande tristesse, détresse qui interfère avec la vie quotidienne, recours à des professionnels de santé mentale et prescription de médicaments liés à la santé mentale, justement. Là encore, les personnes vivant seules sont aussi les plus touchées. Alors un petit point méthodo, quand même assez important, les chercheuses ont vérifié si justement cette hausse de consultation pourrait simplement s'expliquer par le fait que le télétravail permet d'avoir plus de flexibilité, on a plus de temps, donc on peut plus facilement aller voir un ou une professionnelle de la santé. Leur réponse est plutôt non, parce qu'elles ne voient pas d'augmentation équivalente des examens physiques, des check-ups de routine ou des prescriptions qui ne sont pas liées à la santé mentale. Donc ça renforce l'idée que ce qu'on observe concerne bien la santé mentale et pas seulement un meilleur accès aux soins grâce à un horaire plus flexible. Évidemment, comme toujours, on reste prudent sur les conclusions parce qu'on est sur de l'observation de données. Pour essayer de trouver d'autres explications possibles pour justifier cette dégradation de la santé mentale, les chercheuses ont aussi considéré l'exposition à l'IA, les changements dans les compositions des métiers, les effets persistants de la pandémie. Mais leurs résultats semblent davantage associés au déploiement du télétravail qu'à ces autres facteurs. Et forcément, le piège avec cette étude, c'est qu'on peut très vite tomber dans la surinterprétation. C'est un peu le genre d'étude qui pourrait être utilisé à mauvais escient dans certains contextes de travail, par exemple pour forcer le retour au bureau de certains employés sous prétexte de prendre soin de leur santé mentale. Cette étude ne prouve pas que chaque personne qui télétravaille va forcément voir sa santé mentale se détériorer. C'est une étude à l'échelle de la population. Ce qui est vrai pour une population ne devient pas une prophétie individuelle. Autre limite importante, les chercheuses n'arrivent pas à distinguer clairement les effets du télétravail complet ou ceux du travail hybride. Donc il est possible qu'un ou 2 jours de télétravail par semaine n'aient pas les mêmes effets que le télétravail quasi complet. Ouais. Donc on se rappelle ce qu'on a dit au début, le télétravail peut convenir à beaucoup de personnes, moins de transport, plus de flexibilité, meilleure conciliation travail-vie personnelle pour certaines personnes, mais ces bénéfices sont souvent immédiats et très visibles, alors que les coûts sociaux, eux, peuvent être beaucoup plus lents à apparaître. Et l'article suggère plutôt qu'on peut améliorer finalement le télétravail. Ça peut être par exemple le fait de coordonner les jours de présence au bureau pour éviter de se retrouver dans des bureaux vides quand on va au bureau, de créer plus d'occasions d'interaction informelles, les fameux small talk à la machine à café, de porter une attention particulière aux employés qui vivent seuls et de ne pas supposer que le télétravail est automatiquement bénéfique pour le bien-être simplement parce qu'il est populaire. D'ailleurs, nous-mêmes, une des raisons pour lesquelles on enregistre cette émission, c'est aussi pour lutter contre cet isolement social. Donc c'est pas la première raison. La première raison, c'est de faire l'émission. Ouais. Mais on apprécie aussi de le faire justement parce que on télétravaille. En tout cas, on travaille chacun chez nous. Et ça nous permet de nous voir, d'avoir une interaction sociale. Oh, un humain. De voir des gens en 3 dimensions. Ouais. Mais tu vois, le fait, moi, ça fait 4 ans maintenant que je suis à mon compte, en freelance, et c'était une de mes préoccupations quand je me suis lancé à mon compte. J'aime beaucoup trop les interactions sociales de manière générale, et ça me nourrit beaucoup d'être avec des gens autour de moi, et c'était une de mes appréhensions. Je me suis dit, ouais, mais attends, Toto, tu vas être un peu plus isolé là, es-tu correct avec ça? Puis après 4 ans ça va, puis tu vois c'est vraiment le fun, ça fait maintenant 2 ans qu'on fait cette émission là, quasiment 2 ans bientôt, c'est le fun, ça nous fait un petit rendez-vous, on fait des trucs, on jase beaucoup, on rigole beaucoup pendant les tournages par exemple. Vous le voyez dans les bêtisiers avec Desi si vous Ulule. Le soutenez sur Ulule. Effectivement. Mais oui c'est ça, donc on essaie de créer une solution pour éviter l'isolement. Ouais. Moi je travaille de la maison depuis 2017 ou 2018, seul, c'est clairement le plus gros problème. En numéro 1 et de très très loin. Ouais. Donc voilà, on est on compatit avec l'étude. Je suis pas tant surpris par l'étude. Non, je suis pas surprise non. C'est une étude quand même qui est sortie dans Science, c'est une grosse étude et c'est la première fois qu'on a ce type d'étude là qui mesure l'effet sur la santé mentale. On parle beaucoup du côté très avantageux du télétravail, mais il y a aussi le côté inconvénient. Les humains ont besoin d'autres humains pour fonctionner. On est des bêtes sociales. Nous sommes des êtres sociaux. Exactement. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, puisque nous, on s'est permis de le faire. Et on passe à la prochaine actu. Oui. Qui est le plus crédible ? En fait, on vous demande à quoi correspond cette image. On va vous présenter 2 histoires qui sont toutes les 2 vraies. Les études existent. C'est juste que l'image ne correspond qu'à une seule des 2 études. Saurez-vous trouver laquelle ?
C'est probablement l'énigme la plus difficile qu'on ait fait depuis l'histoire de Avec des Si. Ouais, c'est Donc hardcore. si vous trouvez, félicitations. Voici donc la première possibilité. L'image montrerait une fine tranche d'une météorite très rare appelée NWA 12774, observée à la lumière polarisée. Les couleurs proviennent des minéraux de la roche qui réagissent différemment à la lumière selon leur composition et leur orientation. NWA 12774 appartient à une famille de météorites appelées angrite, parmi les plus anciennes roches volcaniques connues. Elles se sont formées au tout début de l'histoire du système solaire, il y a environ 4,56 milliards d'années. D'après un article publié dans Earth and Planetary Science Letters, des chercheurs se sont intéressés à certains cristaux de cette météorite, des clinopyroxènes particulièrement riches en aluminium. Ils estiment que ce sont des cristaux qui se sont formés sous une pression énorme, environ 17,5 kilobars, soit plus de 15 fois la pression qu'on ressentirait au point le plus profond des océans sur Terre. Le problème, c'est qu'il est physiquement impossible qu'une telle pression existe à l'intérieur d'un astéroïde de petite taille. Donc les calculs suggèrent plutôt que cette roche pourrait provenir d'un grand corps astral, peut-être d'une taille comparable à celle de la Lune ou même de Mars. Donc ce qu'on voit, c'est peut-être le vestige d'un embryon de planète qui n'existe plus. Oh. Elle est bien cette histoire, hein. Tum, tum, tum. Elle est vraie, mais est-ce que ça correspond à cette image ? Est-ce que ça pourrait aussi correspondre à ton étude ? La mienne, l'image montrerait la structure au microscope d'un fragment de world glass, ou verre de cendre de bois, un matériau utilisé dans le nord de l'Europe au Moyen-Âge pour créer les vitraux des cathédrales gothiques. À l'époque, vers la fin du XIIe siècle, ces fenêtres colorées ne servaient pas seulement à éclairer l'intérieur des églises, mais aussi à transformer la lumière naturelle en une lumière colorée qui pouvait être perçue comme divine. Mais pour obtenir ce verre, les artisans mélangeaient des cendres de hêtre et du sable de rivière qu'ils chauffaient à environ 1100 degrés Celsius pour produire le verre final. D'où viennent ces couleurs ? Des oxydes métalliques présents dans les matières premières, le manganèse dans les cendres, le fer dans le sable et parfois le cobalt pour créer des bleus assez intenses ou du cuivre pour les différents types de rouge. Le temps de fusion et la température vont modifier de manière subtile les teintes de couleurs. C'est pour ça qu'il y a plein de petites couleurs sur l'image, éventuellement, selon mon histoire. Aujourd'hui, les chercheurs étudient ces techniques artisanales ancestrales du verre médiéval pour s'en inspirer pour concevoir les matériaux de haute technologie de demain. Ça porte un nom, on parle d'archéo-inspiration, et une étude publiée dans Advanced Materials fait le tour de toutes ces techniques. Alors, quelle étude était celle qui correspondait à l'image ? Franchement, c'est dur. C'est dur. C'est dur, ouais. À vous de voter, vous verrez si vous trouvez. On passe à une actu qui est la nôtre, parce qu'on a une bonne et une mauvaise nouvelle à propos de l'émission. La bonne nouvelle, c'est que nous avons été présélectionnés pour la bourse Albert Londres. Alors, si vous ne connaissez pas Albert Londres, c'est la version européenne du Pulitzer américain. C'est un prix très prestigieux de journalisme, et depuis quelques années, ils ont ouvert une bourse, alors c'est pas un prix, pour les créateurs web qui font du journalisme. Et vous nous voyez venir, la bonne nouvelle, c'est que sur 175 candidatures, nous avons été retenus parmi les 9 finalistes. Nous, qui sommes donc scientifiques de formation, c'est un vrai honneur que d'avoir été retenus. Absolument, et moi et Marianne, on a été justement sur place pour la cérémonie, ça s'est passé dans les locaux de Google France. C'était une très belle cérémonie, on vous montre quelques images juste ici. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas gagné. Il y avait de très beaux projets en face de nous, une très forte compétition, notamment beaucoup de reportages, ce qui est plus dans l'esprit d'Albert Londres. Donc, rendez-vous sur notre page Instagram. Oui, parce qu'on a une page Instagram maintenant. Oui, c'est tout nouveau. Voilà. Nous, on balance comme ça les petites nouvelles infos. comme ça, les annonces. Et si vous voulez suivre comment s'est passée la cérémonie avec un peu plus d'images, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram. À la clé, il y avait 16 000 euros de bourse qu'on n'a donc pas eu, mais qui nous aurait donné un petit peu d'air. Donc, à la place, on vous remercie toujours pour votre soutien sur Ulule. C'est grâce à vous que cette émission vit et survit. Et pour nous aider, n'hésitez pas à partager la vidéo et si vous avez quelques sous en trop, le lien vers notre page Ulule est en description. Merci. Et on poursuit avec l'actualité Wow Viviane et on s'envole en Égypte. Et oui, des scientifiques se sont intéressés à la pyramide de Khéops avec un objectif assez surprenant, non pas étudier l'histoire de la construction, mais comprendre comment elle a pu aussi bien résister aux tremblements de terre. Oui, parce que la région de Gizeh a connu plusieurs séismes au cours des derniers millénaires sans que le corps principal de la pyramide ne subisse de dommages majeurs. Alors oui, il y a quand même bien eu des dégâts ponctuels, notamment des pierres qui étaient tombées dans les parties hautes lors du séisme de 92, mais la structure principale est relativement stable. Rapide de retour en arrière, la pyramide de Khéops a été construite durant l'ancien empire égyptien autour de 2600 à 2450 avant notre ère. Donc on parle d'une construction qui a plus de 4000 ans. Ouais, c'est notable quand même, quelque chose qui dure plus de 4000 ans. Ouais.
À l'origine, elle mesurait environ 147 mètres de haut avec une base d'environ 230 mètres de côté. Je dis à l'origine parce qu'aujourd'hui, elle est un petit peu plus basse. Elle mesure autour de 137 mètres parce que y a des pierres qui recouvraient la surface extérieure de la pyramide et le sommet qui sont tombées au fil du temps. En tout, on compte autour de 2,3 millions de blocs de pierre avec une organisation interne assez complexe. Des chambres souterraines, des grandes galeries, chambres de la reine, chambres du roi, chambres de décharge, conduits, passages, etc. C'est un vrai labyrinthe. Quand même assez impressionnant, 2 millions de blocs. Il y a 4000 ans. Il y a un moment où les chiffres, on se rend plus Ouais. compte de ce que ça veut dire. 2 millions, c'est énorme. Ouais. Pour comprendre cette résistance au séisme, les chercheurs ont utilisé une méthode qui s'appelle la HVSR, pour Horizontal to Vertical Spectral Ratio. En gros, ils n'ont évidemment pas cherché à endommager la pyramide ni à produire ou simuler un vrai séisme, ils ont mesuré les petites vibrations déjà présentes dans l'environnement. Ces vibrations peuvent venir de l'activité humaine ou sont d'origine naturelle, comme le vent, le sol, etc., etc. Les chercheurs ont réalisé des mesures à 37 endroits différents autour, sur et dans la pyramide. L'objectif, c'est d'estimer la fréquence propre, ce qu'on appelle la fréquence propre d'une structure, c'est-à-dire la fréquence à laquelle elle a tendance à vibrer naturellement. Parce que tout bâtiment, toute structure a une tendance à vibrer facilement, plus à certaines fréquences qu'à d'autres. Et si les vibrations du sol pendant un séisme correspondent à la fréquence naturelle d'une structure, il peut y avoir un phénomène de résonance. La résonance, c'est un peu comme quand on fait de la balançoire. Il y a une fréquence des jambes particulière à adopter pour se balancer et augmenter l'amplitude. Si on va trop vite ou trop lentement, on casse le mouvement. Alors que si on est pile à la bonne fréquence, le mouvement s'amplifie. Et dans le contexte d'un bâtiment, si la vibration est à la fréquence naturelle du bâtiment, ça veut dire qu'il y aura une amplification de son mouvement. Et comme un bâtiment, c'est pas fait pour bouger, ça peut créer des dommages. Tu viens de me créer un souvenir de moi sur la balançoire quand j'étais petit, puis mon frère qui essayait de me balancer le plus loin possible, genre pour essayer de faire le tour de la balançoire, ce qui est jamais arrivé. J'espère. Mais merci pour le déblocage du voilà. souvenir. Vous n'avez pas réussi à rentrer assez en résonance. Non, c'est ça, effectivement. Voilà. Mais pour le mieux. Parce que pour sinon ça aurait pu être plus dangereux. Donc, Côté résultat, la majorité des mesures réalisées à l'intérieur de la pyramide donnent une fréquence entre 2,0 et 2,6 Hz. En revanche, le sol autour de la pyramide présente une fréquence beaucoup plus basse, autour de 0,6 Hz. Et ça, c'est pas anodin, parce que la pyramide et le sol ne vibrent pas naturellement dans la même gamme de fréquences, et selon les auteurs, cette différence de fréquence réduirait le risque de résonance entre le sol et la structure pendant un séisme. En gros, le sol a tendance à vibrer à une fréquence, la pyramide à une autre fréquence, et ce décalage pourrait contribuer à limiter l'amplification des secousses par résonance. Donc ça, ce serait une des pistes pour expliquer la bonne résistance des pyramides au séisme. L'autre raison vient lorsqu'on regarde comment les vibrations sont amplifiées à différents niveaux de la pyramide. Plus on monte dans la structure, plus on devrait avoir une amplification de l'amplitude des mouvements, l'amplitude de la vibration. C'est-à-dire que le bâtiment devrait subir des mouvements de plus en plus grands, plus on monte. Mais c'est pas tout à fait ça qu'on observe, notamment dans les chambres de décharge. Ce sont des petits espaces superposés construits juste au-dessus de la chambre du roi. Le rôle dans l'architecture de la pyramide, c'est de redistribuer une partie du poids énorme de la pyramide pour éviter que toute la charge repose uniquement directement sur le plafond de la chambre du roi. Même si ces chambres sont situées plus haut dans la pyramide, le mouvement atteint un maximum autour de la chambre du roi, mais elle diminue dans les chambres de décharge. Autrement dit, la géométrie semble modifier la façon dont les vibrations se propagent et pourrait contribuer à réduire localement les contraintes. Voilà donc les deux principales raisons issues de ces expériences scientifiques. Il y en a d'autres aussi qui sont évoquées par les scientifiques, notamment le fait que la pyramide soit construite sur du calcaire et que sa géométrie permet d'avoir un centre de gravité qui est globalement assez bas. Tout ça permettrait donc de diminuer les risques de dégâts lors d'un séisme. Alors par contre, on ne veut pas non plus donner de fausses intentions aux architectes de l'époque. Évidemment que ce n'est pas parce que c'est une structure qui résiste bien au séisme que c'est la raison pour laquelle ils l'ont conçue comme de cette façon-là, on va quand même le préciser. Pour aller plus loin maintenant, il faudrait des analyses plus poussées, une modélisation numérique, des modèles complets et possiblement des simulations avec différents scénarios de séisme. Donc affaire à suivre. Voilà. Bah ouais. On vous rappelle notre petit quiz du jour, qui est le plus crédible entre Thomas et moi. On vous rappelle l'image, est-ce une coupe de météorite ou un vitrail d'église ? Il est toujours le temps de voter. On passe à présent à la photo scientifique du mois. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps d'aller voter sur Ulule. Ça s'est joué à un vote près.
et c'est finalement cette photo que vous avez choisie. Il s'agit d'un dard de scorpion à écorce rouge de Tanzanie, reconstitué grâce à la superposition d'images prises avec différentes techniques de radiographie. Alors pourquoi cette image fait l'objet d'une publication ? Pour la première fois, chez les scorpions, des chercheurs ont cartographié des différences de composition chimique dans leurs armes. Ils se sont concentrés sur deux structures. D'une part, la partie de la queue, qui porte le dard et qui permet évidemment d'injecter le venin, et d'autre part les pinces, surtout les petites dents qui servent à saisir, manipuler ou broyer les proies. Ce qui était déjà connu, c'est que certains arthropodes incorporent des éléments comme le zinc, le manganèse ou le fer dans leur exosquelette, et ces éléments peuvent rendre certaines zones plus dures, plus résistantes à l'usure ou mieux adaptées à des contraintes mécaniques. Ici, les chercheurs ont analysé les armes de 18 espèces de scorpions et ils ont remarqué deux choses. Premièrement, les métaux ne sont pas répartis partout. Ils sont concentrés dans des zones très précises. Notamment dans le dard, les métaux se retrouvent surtout à la pointe du dard, celle qui doit percer, et on y retrouve surtout du zinc et du manganèse, et parfois du calcium. Dans les pinces, on trouve des métaux dans les petites structures qui entrent en contact avec la proie, et surtout du zinc, parfois accompagné de fer. Autrement dit, le scorpion ne métallise pas, si on peut dire les choses comme ça, toutes ces armes de manière uniforme. Il semble y avoir une spécialisation selon la fonction de chaque structure. Un vrai Wolverine. Ouais. Et deuxièmement, il existerait une relation inverse pour le zinc. Les espèces qui ont beaucoup de zinc dans leurs pinces tendent à en avoir beaucoup moins dans leur dard et inversement, ce qui est quand même assez surprenant. Selon les auteurs, ce serait une possible stratégie évolutive. Certaines espèces investiraient davantage dans leurs pinces, d'autres davantage dans leur dard, selon leur morphologie, leur façon de chasser ou de se défendre carrément. Alors par contre, l'étude porte sur un nombre limité d'espèces, souvent à partir de spécimens de musée, et elle ne mesure pas directement tous les comportements de chasse. Mais elle montre que les scorpions ont développé des stratégies de renforcement qui sont finalement très fines, adaptées à leurs armes. Et il faudra encore et toujours d'autres études pour aller encore un peu plus loin. On vous parle aussi des 3 autres photos scientifiques dans le débrief de l'émission, juste après, que vous retrouverez sur Ulule. Et on vous invite à aller voter pour la photo scientifique du mois d'août, évidemment, si vous nous soutenez sur Ulule. Alors, qui était le plus crédible selon vous à propos de cette image ? La bonne proposition était... celle de Viviane. C'était bien une coupe d'une météorite très rare d'environ 4,56 milliards d'années qui a été récupérée dans le désert du Sahara en 2019. Toutes les explications étaient justes et tirées de l'article scientifique. C'est très probablement un embryon de planète qui aurait été détruit au tout début de l'histoire du système solaire. Le mystère reste entier. En tout cas, pour les chercheurs, cette découverte ajoute un petit morceau dans le puzzle pour comprendre un peu plus l'histoire de l'univers. Quant à la deuxième proposition, c'était vraiment pour vous mener un bateau. Autant les détails scientifiques venaient vraiment d'un article scientifique sur les vitraux avec des informations sur les fragments de Wild Glass, autant l'image ne correspondait pas du tout à cette étude scientifique. Existe-t-il des vitraux avec ces couleurs ? Peut-être, mais en tout cas ici, c'est pas ce qu'on cherchait. Exactement. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, ça nous intéresse particulièrement. N'hésitez pas à nous soutenir également, cette émission ne dépend que de vous. Donc partagez l'émission et puis soutenez-nous sur Ulule si vous le pouvez. On vous laisse avec 3 choses à aller voir. La dernière vidéo de Syllabus que vous découvrirez en allant sur la page de Syllabus. Notre dernière émission d'actu scientifique où on discute de déforestation, de bâillement, de robots pongistes et évidemment notre actualité mystère. Et n'hésitez pas à suivre Thomas pour plus d'actualités scientifiques, notamment sur sa chaîne Twitch, Science à la carte et sur ses autres plateformes. En parlant d'autres plateformes, rejoignez-nous sur Instagram. Maintenant, on a Instagram spécifiquement pour Avec des Si. Donc vous serez informés de toutes les sorties parce qu'on sait que des fois YouTube informe moyennement sur les sorties. Donc au moins sur Instagram, vous le saurez. Voilà. On vous remercie. Dites-nous dans les commentaires quelle actu vous a le plus marqué. On vous écoute et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Dans ce débrief, on va vous présenter les différentes photos que vous aviez vues pour la photo scientifique du mois, celles qui n'ont pas été retenues pour passer dans l'émission principale. Alors Thomas, tu nous parles de cette photo. Ouais.